La première apparition de la planche de Ouija date de 1891. À cette époque où le spiritisme est en vogue, le Ouija était vendu comme un simple jeu où le but était de communiquer avec les défunts, ou tout du moins de faire semblant vis-à-vis des autres pour les plus réticents. Même si, il faut le savoir, les planches de divination existent depuis la nuit des temps, tout comme le spiritisme. Comme par exemple le foie de Piacenza au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ou encore de multiples planchettes divinatoires chinoises au XIVe siècle après Jésus-Christ. L'idée de la première planche de Ouija était mise en 1886 dans des camps de spiritualisme dans l'Ohio. À cette période, beaucoup de personnes croyaient en cette pratique, et lors de la commercialisation de la première planche, la pratique du Ouija se voit être un immense succès. La science parle de l'effet idéomoteur, et qu'il ne s'agit pas de réelle conversation avec l'au-delà, mais ce qui est réel et ne peut être nié, c'est qu'au fil du temps, cette pratique va être impliquée dans plusieurs affaires de meurtre. Si l'on en croit le Ouija, cette planche nous permettrait de communiquer avec les défunts. Et si l'on va encore plus loin, les avertissements des médiums et autres professions occultes insistent sur un fait en particulier. C'est qu'il serait facile pour un esprit de répondre intelligemment à des questions posées pour être pris pour la personne souhaitée. Alors qu'en réalité, cette entité pourrait très bien être ce que l'on appelle un esprit du bas astral. Car effectivement, dans le monde astral, nous avons le haut, le moyen et le bas astral. Une entité du bas astral serait donc négative et poursuivra un but mauvais. Et c'est précisément ce point sur lequel certains meurtriers au cours des années ont essayé en vain de s'appuyer afin d'être éloignés de la culpabilité de leurs crimes. Mais la justice, elle, privilégiera tout de même le rationnel. Un jour de mars 1930, Clotilde Marchand, épouse du célèbre sculpteur Henri Marchand, est assassinée par deux femmes, Lila Jimerson et Nancy Bowen. L'une est enseignante et l'autre, ironiquement, est guérisseuse. Tous deux étaient pratiquantes du Ouija suite au décès du mari de Nancy. Et de leur dire, le mari leur aurait donné cette adresse. Mais ce qui éclaircira le mystère, c'est que Lila connaissait très bien cette adresse, car il s'agit de celle de l'épouse de la personne avec qui elle avait une liaison. Clotilde et Henri Marchand. Elle était l'un des modèles d'Henri. Ce qui nous amène à en déduire que Lila cherchait à évincer Clotilde pour être avec Henri, en faisant porter le chapeau à Nancy, la coupable adéquate, au passif parfait pour être accusée. Ce qui sera effectivement le cas. Car la personne qui aura porté le coup fatal, qui s'est, en d'autres mots, sali les mains, c'est Nancy. C'est la conclusion qui en a été tirée dans tous les cas quand on retrouva le corps de Clotilde criblé de coups de marteau et d'un chiffon imbibé de chloroforme inséré dans sa gorge. Ensuite, pour continuer avec ce genre d'histoire, Carol Elvalker n'avait jamais été diagnostiquée déséquilibrée mentalement, et pourtant, le 13 février 2001, c'est elle qui poignarde son beau-fils à mort. Pour le coup, elle utilisait et pratiquait le Ouija, mais toute seule, sans personne avec elle. Et elle affirmait que le message reçu au cours de ces séances était très clair. Son beau-fils Brian aurait été possédé par un mauvais esprit, et il doit mourir. Mais après avoir tué Brian, elle a voulu s'en prendre également à sa propre fille et ses petits-enfants. Mais l'histoire diverge à partir de ce point, car il se dit d'abord que Carol a enfermé sa famille dans la voiture afin de tuer tout le monde dans un accident qui se verra heureusement être un échec. Tout le monde n'a seulement été que blessé, y compris Carol qui avait les chevilles cassées. Malgré tout, avant de s'enfuir, elle a quand même essayé de pousser la plus âgée de ses petits-enfants sur l'autoroute. Après ça, elle est partie en retirant tous ses vêtements pour se cacher dans les bois, où elle a été arrêtée, puis enfermée dans un asile psychiatrique. Là, ce sont les faits avérés. Mais d'un autre côté, il se dit que sa fille Tammy aurait été également arrêtée pour avoir caché le couteau permettant de tuer son époux, et qu'elle serait montée volontairement dans la voiture avec sa mère au volant et ses filles à l'arrière. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de complicité de meurtre ou pas, Carol n'a jamais eu d'antécédent de maladie mentale, ne consommait ni drogue, ni alcool, et aucun problème réel avec Brian avant ce soir-là. Et la chose à savoir, c'est qu'il se dit également qu'au moment où Carol a commencé sa crise, les deux filles ont joué avec la table de Ouija. Pour finir sur les meurtres, et surtout l'histoire du Ouija, Charles Kennard et son avocat Elijah Bond sont officiellement les créateurs de cette fameuse planche, en 1886. Ayant une compagnie à 6 usines, aux États-Unis et une en Angleterre, ils donneront tout de même la direction de l'entreprise à un certain William Fuld, employé de l'une des usines, et pour une raison qui est inconnue, ce sera lui qui sera dépeint plus tard par le New York Times comme étant le créateur du Ouija. Et alors, ce même créateur se verra perdre la vie dans sa propre usine. Une chute de 3 étages en partant du toit qui lui brisera l'un de ses bras, une jambe et plusieurs de ses côtes, dont une qui viendra se loger dans son cœur 1 heure plus tard, à l'hôpital. Sur son lit de mort, il demandera tout de même à ses enfants de reprendre l'affaire et de ne jamais laisser tomber le Ouija. Je vais faire comme dans plusieurs de mes vidéos en parlant un peu de ce qu'en pense la science de tout ça. Parfois, le paranormal n'est au final que la définition de ce que l'on ne connaît pas, mais face à certains phénomènes paranormaux, la réponse peut être que ce qui s'est passé n'est pour l'instant pas expliqué, et généralement ça peut nous faire peur. Comme par exemple les convulsions qui n'étaient pas encore expliquées au Moyen-Âge, qui nous faisaient alors peur, et que l'on condamnait au bûcher, car il y était vu là une forme de sorcellerie.
Pour la table de Ouija, les recherches amènent au sujet de l'inconscient, qui est encore un sujet complexe à l'heure du jour. L'effet idéomoteur, c'est ce qui se passe parfois, par exemple, quand on s'endort et qu'on a cette impression de tomber dans le vide, ce qui nous fait nous réveiller brusquement. À plus petite échelle, une personne qui se met devant une table de Ouija et qui place son doigt sur la goutte, l'objet qui permet de sélectionner les lettres, va poser une question à un défunt. Dans la tête de la personne qui pratique ce rituel, inconsciemment, qu'elle le veuille ou non, elle va imaginer une réponse. Même si cette réponse on ne l'a pas, on va inconsciemment imaginer ce que le défunt à qui on veut parler aurait pu répondre. Du coup, une personne qui pratique ce rituel seule va avoir des réponses qu'elle imagine elle, car les mouvements du doigt qui emmènent la goutte aux différentes lettres pour composer une réponse sont des mouvements qui seraient également inconscients. En revanche, quand le rituel s'exécute en compagnie d'autres personnes, chacun dans son inconscient aura sa version de la réponse, ce qui amènera la goutte sur laquelle tout le monde pose son doigt vers une direction qui n'aura peut-être pas de sens ou vers une réponse à laquelle on ne s'attendait pas. Mais en revanche, quelque chose qui est difficile à expliquer, c'est à propos des meurtriers qui ont affirmé coûte que coûte qu'ils étaient influencés par la table ou les esprits auxquels ils auraient pu être confrontés. Car ce qu'affirment plusieurs chercheurs, Sidney Fels pour en citer qu'un seul, c'est que l'inconscient exécute parfois des pensées et certains mouvements moteurs de notre corps sans que l'on y ait réfléchi. Mais il n'a pas d'influence sur les prises de décision. Pour faire plus simple, la prise de décision est une action consciente. Certains meurtriers se sont défendus en parlant directement du Ouija, alors que pour leur défense, ils auraient pu directement dénoncer leurs complices. Cela ne prouverait pas de phénomènes paranormaux, mais peut-être tout de même la sincérité des meurtriers à croire ce qu'ils disaient, et qu'il ne s'agissait peut-être pas toujours d'un système de défense. Car dans tous les cas, la plupart savaient d'avance qu'ils étaient condamnés. Là où je veux en venir, c'est comme avec des événements comme la folie de Carol Elwelker, qui a commencé seulement au moment où ces petites filles ont touché la table de Ouija. Nous n'irons pas jusqu'à dire que le Ouija communique avec les esprits, mais en tout cas, certains hasards se produisent à des moments relativement étranges, et certaines versions des histoires autour de ce rituel sont peut-être pas toutes fausses dans leur entièreté. Pour finir, les religions ont leur avis quant au Ouija, mais pour certains de ces avis, ils ont évolué. C'est-à-dire que depuis toujours, le spiritisme est très mal perçu du point de vue du christianisme par exemple, et il en était pareil pour le Ouija au moment de sa création, car à l'époque on y voyait par là le meilleur moyen de se faire posséder ou simplement d'invoquer un ou plusieurs démons, ou en tout cas des créatures maléfiques, mais le temps est passé depuis, et on reste toujours sceptique au spiritisme, mais un peu moins envers le Ouija, car il est vu comme un moyen de communiquer avec toute forme d'entité, et donc également des entités bienveillantes. Il sera donc un peu moins surveillé que les autres formes de spiritisme. Dans tous les cas, même si l'on peut être sceptique sur cette pratique et sur de potentiels phénomènes paranormaux, cette table permet quand même pour certains chercheurs d'en savoir plus sur le conscient et surtout l'inconscient de l'être humain. Reste à savoir si un jour elle nous permettra également d'aller à la rencontre d'entités, qu'elles soient bienveillantes ou bien encore malveillantes.